Bonjour à toutes et tous et bonjour à Stéphane Siro. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder un entretien dans le cadre des vidéos que nous réalisons pour le centenaire du Congrès de Tours, entretien réalisé avec l'initiative communiste. Stéphane Siro est historien et spécialiste du mouvement ouvrier et du syndicalisme, à propos duquel il a écrit de nombreux articles, ouvrages. Et en ce mois de décembre 2020, pour le centenaire du Congrès de Tours, il est difficile de passer sous silence les liens qui peuvent exister justement entre, d'une part, le Parti communiste, du moins lors de sa formation, la SFIC, et puis d'autre part, justement, des syndicalistes qui étaient présents et pour la fondation de ce parti. Et bien justement, la toute première question, Stéphane, d'un point de vue historique, quel a été le poids de ces syndicalistes dans la fondation donc de la SFIC à Tours? Je vais commencer par ce qui peut apparaître comme une anecdote, mais qui, à mon sens, n'en est pas une, et qu'on a un peu oublié, même beaucoup oublié. Avant la naissance du Parti communiste, tel qu'on le connaît depuis le Congrès de Tours de 1920, il y a eu l'année précédente, dès le début de l'année 1919, donc la première guerre à peine terminée, la fondation d'un premier parti communiste. Ce premier parti communiste, qui apparaît donc au début de l'année 1919, il est fondé par un syndicaliste à l'époque très célèbre, même si aujourd'hui son nom a été très largement oublié, qui s'appelait Raymond Périca, qui était jusqu'à la Première Guerre mondiale le leader du syndicalisme du bâtiment, qui à l'époque était le fer de lance du syndicalisme français dans sa version révolutionnaire, qui lui-même a été mobilisé au début de la guerre et qui, très vite, à son retour, a milité contre cette guerre capitaliste et s'est très tôt engagé, comme d'autres syndicalistes, au départ minoritaires, dans cette lutte contre la guerre. Et une fois cette guerre terminée, il fonde ce premier parti communiste qui va rassembler, je dirais, au maximum un petit millier de militants, et puis qui finalement va disparaître à la fin de l'année 1919. Mais tout ça pour dire que la naissance du Parti communiste, elle émane largement de l'opposition à la guerre, alors qui s'est matérialisée au sein de la SFIO, du Parti socialiste de l'époque, et qui s'est matérialisée aussi, et de manière souvent beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus efficace et beaucoup plus forte du côté du champ syndical, de ceux qui n'ont pas accepté cette union sacrée qui s'est matérialisé autour du cercueil de Jaurès et qui a fait sombrer une large part de ce mouvement ouvrier dans une forme de collaboration avec l'appareil d'État pour lutter contre l'Allemagne. Donc voilà, on a cet arrière-plan syndical très fort, même si au moment de la naissance, donc en 1920, au congrès de Tours du Parti communiste, c'est pas forcément les syndicalistes qui vont jouer le rôle le plus essentiel. Je dirais que les débats autour du congrès de Tours sont plutôt menés par les ex-opposants au sein de la SFIO. Et quand on regarde un petit peu la constitution des premiers organes dirigeants du Parti communiste naissant, on retrouve très très peu de syndicalistes de haut niveau de responsabilité. Les dirigeants de la CGTU, qui va naître de la scission de la CGT, qui est un peu d'une certaine manière le prolongement de la naissance du Parti communiste. Les dirigeants de la CGTU sont souvent, voire presque toujours, des adhérents du Parti communiste sans en être encore des dirigeants. C'est surtout à partir de 1923-1924 que, au moment de la bolchevisation du Parti communiste, le lien avec le syndicalisme va se renforcer, le lien entre la CGTU et le Parti communiste va se renforcer, et à partir de ce moment-là, on trouve, notamment au sein de la direction du Parti communiste, des responsables syndicaux de très haut niveau. En quelque sorte, au moment où le Parti communiste décide davantage qu'auparavant de s'implanter sur la base des entreprises, des usines. Et là, évidemment, commence à se mettre en place ce que certains historiens ont pu appeler, visant surtout ce qui se passe après la Seconde Guerre, c'est en partie juste aussi pour toute une partie de l'entre-deux-guerres, se met en place ce qu'on appelle l'écosystème entre la CGT
enfin la CGTU d'abord, puis la CGT ensuite, et le Parti communiste, un écosystème efficace qui n'est pas, il faut quand même le rappeler, la courroie de transmission, pour reprendre une expression qui a souvent été employée, qu'on a pu pointer du doigt. Il y a une interaction très forte entre les dirigeants syndicaux et les dirigeants du Parti communiste, les militants syndicalistes et les militants communistes, ne serait-ce que pour la raison très simple que le Parti communiste s'organise sur la base des entreprises. Et s'organisant sur la base des entreprises, le rôle des syndicalistes devient tout à fait éminent. Eh bien, merci beaucoup pour cette première réponse, Stéphane, qui est très éclairante, notamment parce qu'elle soulève un point important, je crois que tu viens de dire, c'est la question du lien entre le syndicalisme et le parti, puisque c'est vrai que c'est quelque chose que nous entendons souvent, très souvent, y compris de la part de responsables de la Confédération de la CGT, de la Confédération nationale, qui brandissent la charte d'Amiens 1906 pour dire surtout indépendance des syndicats. Et curieusement, ils le disent très souvent, notamment par rapport à des partis de gauche. D'où cette question, est-ce que finalement ce n'est pas à travers des liens quand même historiquement entre le Parti communiste et la CGT que les plus grandes conquêtes sociales et démocratiques ont pu être arrachées? Alors je pense qu'il faut d'abord revenir sur cette notion d'indépendance. L'indépendance du syndicalisme vis-à-vis des partis politiques, d'une part, elle n'a jamais été ni absolue, ni véritablement mise en pratique. Quand on regarde, y compris à l'époque du syndicalisme révolutionnaire, celui qui est l'auteur principal de cette charte d'Amiens, il noue des liens fréquemment, y compris parfois avec des parlementaires, souvent avec les organisations socialistes ou même la SFIO, dès lors qu'ils considèrent que cela peut permettre de faire avancer leur cause. Moi qui, par exemple, ai travaillé beaucoup sur les ouvriers du bâtiment, qui étaient considérés comme la quintessence du syndicalisme révolutionnaire avant la Première Guerre, lorsqu'ils demandaient l'interdiction de la céruse dans la peinture, hein, l'interdiction du plomb dans la peinture, eh bien, que faisaient-ils? Alors, bien sûr, ils mettaient en œuvre des revendications, des grèves, mais ils allaient aussi agir sous une forme de lobbying presque, hein, auprès des parlementaires pour qu'ils fassent voter dans la loi l'interdiction de l'utilisation du plomb dans la peinture. Enfin bref, il n'y a jamais eu je dirais, de barrière étanche entre le champ politique et le champ syndical. Aujourd'hui, enfin en tout cas depuis au moins 25-30 ans, une partie des dirigeants syndicaux, y compris souvent à la CGT, se sont servis de cette idée pour, au fond, disjoindre le syndicalisme de la question politique, comme si d'ailleurs c'était quelque chose de possible. On sait bien qu'il est évident que les revendications que porte le champ syndical, elles sont parfaitement dépendantes du système dans lequel on se trouve. Enfin, disjoindre les revendications des travailleurs du capitalisme et de la lutte contre le capitalisme, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait illusoire. Et quand on regarde dans l'histoire et quand on regarde les grands épisodes de notre histoire sociale, en particulier ceux du XXe siècle, quand les plus grandes conquêtes sociales ont-elles été obtenues par les travailleurs en France? Je vais prendre deux exemples, hein, le Front populaire et les années 68. Bon, 36, quelle est la conjoncture? Les grèves, la vague de grève de 36, hein, la plus spectaculaire de notre histoire jusqu'à celle de 68, elle se déroule dans l'entre-deux tours des élections législatives qui, de toute évidence, vont donner la victoire à cette alliance de Front populaire, au sein de laquelle, en l'occurrence, le parti politique qui progresse le plus et qui, au fond, apparaît comme le plus menaçant pour l'ordre dominant, c'est le Parti communiste. Donc c'est dans un contexte de poussée électorale de la gauche en général, du Parti communiste en particulier, sur fond de vagues de grève massives, que sont conquis les congés payés, les 40 heures, sans compter par ailleurs les augmentations de salaire, la loi sur les conventions collectives qui va mettre en place ce qu'on a appelé plus tard la hiérarchie des normes, enfin bref, toute une série de conquêtes qui en réalité quasiment, je dirais, jusqu'à la loi El Khomri pour ce qui est du principe de faveur, en tout cas de la hiérarchie des normes, ont dominé notre système de relations sociales. Autre exemple, 68. Bon, 68, quel est le contexte? Pareil, et même encore davantage qu'en 36, cette vague de grève avec occupation, ces luttes transgressives d'une part, et puis d'autre part,
un parti communiste qui est à ce moment-là encore à environ 20% des voix. Bon. Donc on a de nouveau une configuration dans laquelle un mouvement social puissant est accompagné par un parti communiste puissant. Et quand on regarde l'évolution des choses pendant 15 ans, suite à cette grande peur, cette grande frayeur que va susciter pour l'ordre dominant cet épisode de 68, entre 68 et 83, c'est-à-dire le fameux tournant de la rigueur que prend le gouvernement de François, enfin, à l'époque de François Mitterrand, pendant 15 ans, il y a une longue phase de rattrapage des salaires sur le capital. C'est-à-dire le partage des richesses se fait pendant 15 ans davantage au profit des salaires et un peu moins au profit du capital. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, il y a eu cet épisode de 68, il y a eu cet épisode de mobilisation de masse et accompagné par ce parti communiste qui est encore à ce moment-là un parti de masse. Donc on voit bien que les configurations dans notre pays au cours desquelles le monde du travail a pu conquérir les plus grandes avancées, ce sont systématiquement des situations dans lesquelles une articulation efficace entre le champ social et le champ politique s'est réalisée. Et évidemment, dans quelle configuration à chaque fois? Dans celle d'une CGT de masse, de classe, de lutte qui est puissante, et de l'autre, un parti communiste qui lui-même est un parti porteur de la critique sociale dans le champ institutionnel et qui accompagne ces luttes de masse. Voilà la configuration classique. Et on peut regarder tous les exemples que l'on voudra. On ne trouvera pas d'exemple inverse où, par exemple, pour reprendre un terme à la mode, où le dialogue social sans rapport de force aurait pu obtenir de quelconques avancées. Oui, merci beaucoup là aussi pour cet éclaircissement, une fois de plus, qui montre bien une chose. En effet, tu l'as dit, tu as cité 1983, souvent présenté d'ailleurs comme un tournant de la rigueur. Quand on regarde bien, en réalité, ça fait déjà des années que le Parti socialiste, notamment, lui, est déjà prêt à capituler en race campagne. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le milieu des années 70, disons-le clairement, et puis encore plus depuis effectivement le début des années 80, on constate un net déclin, pour ne pas dire un effondrement des effectifs du Parti communiste d'une part, puis même de la CGT qui a de plus en plus de mal, de difficultés à mobiliser, et elle encore plus depuis qu'elle a intégré la Confédération européenne des syndicats. Alors, justement, d'où la question qui peut se poser dans cette période de centenaire, est-ce que finalement la renaissance d'un grand parti communiste, véritablement de classe et de masse, lui aussi, est-ce que ça ne doit pas passer, d'une part, par la réaffirmation d'une ligne qui soit en totale rupture avec l'Union européenne, l'euro, avec l'euro-mutation, en quelque sorte, avec cet euro-communisme, et puis d'autre part, avec la réaffirmation de liens solides avec une CGT au sein de laquelle, d'ailleurs, on voit de plus en plus de divisions entre une confédération qui s'aligne progressivement sur la CFDT et des bases des fédérations de plus en plus critiques et qui souhaitent une rupture véritablement. Alors, d'abord, pour ce qui concerne la fin de ta question, à savoir celle des liens qui doivent être noués entre le syndical et le politique, entre le mouvement social et le politique plus largement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus impératif que pour moi, nous trouvons dans une phase historique parce que, et je n'ai pas peur d'employer ce terme qui est souvent galvaudé, mais parce on ne trouve guère d'équivalent dans notre histoire d'une phase aussi longue au cours de laquelle s'est amorcée et amplifiée une critique sociale, une critique du système dans lequel dans lequel nous nous trouvons, une critique du libéralisme et plus largement du capitalisme d'une telle durée, d'une telle ampleur. Pour moi, depuis 2016, avec comme point de départ la mobilisation contre la loi El Khomri, cette fameuse première loi travail, accompagnée à l'époque des Nuits debout, qui avait fait beaucoup parler aussi à ce moment-là. Depuis cette mobilisation, on se trouve depuis donc 5 ans, ou presque, dans une longue phase de contestation quasi ininterrompue. On peut en faire très facilement et très rapidement la généalogie. Donc il y a eu tout au long du printemps 2016 c'est cette contestation contre la loi El Khomri et ses nuits debout, passé la défaite de François Hollande,
qui n'a pas pu se représenter. On peut d'ailleurs penser que son incapacité à se représenter, le coup de boutoir a été précisément mis par ce mouvement social. Il y a eu l'élection de Macron qui très vite a été suivie par une tentative de remobilisation autour des ordonnances travail, cette espèce de seconde loi travail qui de nouveau a continué à détricoter le droit centenaire, le code centenaire du travail. Bon, cette mobilisation a été très circonscrite, en tout cas beaucoup plus que ne l'auraient souhaité certains, mais il n'empêche que très vite après, à partir de la fin de l'année 1917, de l'année 2017 et jusque quasiment l'été 2018, il y a eu une succession de mouvements sociaux ininterrompus, ce que j'ai appelé un printemps social, dont le point d'orgue avait été la mobilisation contre la privatisation de la SNCF et la casse du statut des cheminots. Et puis, passé l'été, à partir du mois de novembre 2017, c'est le mouvement des Gilets jaunes, bon, qui va durer lui-même, ou qui va essayer de durer lui-même, quasiment jusqu'à l'été 2019. Et puis l'été passe et au mois de septembre 2019, grande grève à la RATP qui annonce le démarrage le 5 décembre de ce fameux mouvement social contre la réforme Macron de la retraite à points. Et tout ça étant interrompu, mis entre parenthèses, à mon avis, de manière très éphémère, dans l'attente que la situation sanitaire s'améliore. Mais en tous les cas, ça a duré jusqu'au confinement. Jusqu'au confinement, en réalité, le mouvement contre la réforme des retraites a été vivant. Hein, et on voyait bien qu'il y avait encore des actions qui étaient menées et on ne voyait pas vraiment quand est-ce que tout ça allait s'arrêter. Et donc, on était encore, à mon sens, dans un moment où allait perdurer cette contestation sociale et où, donc, je le disais, elle va sans doute redémarrer une fois que cette question de coronavirus sera réglée. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et si on regarde bien, pendant cette phase donc désormais de 5 ans quasiment, à chaque fois, ces mouvements sociaux d'ampleur se sont heurtés notamment sur un écueil, un puissant écueil, qui était celui de l'absence de relais politique, d'articulation politique efficace. Bon. Et à chaque fois, cette forte critique sociale qui était portée par ces mouvements n'est pas parvenue à trouver cette traduction politique qui aurait pu en faire, y compris dans le temps présent, sans forcément sur le coup changer radicalement de modèle, mais qui aurait pu en faire dans le temps présent, comme en 1936 ou comme en 1968, un moment de victoire et de conquête sociale. Or, si cela ne s'est pas matérialisé, pour moi, c'est précisément parce qu'il y a aujourd'hui un déficit assez tragique, de mon point de vue, entre la capacité de mobilisation sociale dont on voit qu'elle est puissante d'un côté et la capacité de faire en sorte que cette mobilisation sociale soit accompagnée, amplifiée, articulée avec une organisation, ou peut-être certains diraient des organisations politiques, suffisamment elles-mêmes puissantes et menaçantes pour être en capacité de recréer cette formule que j'évoquais à propos de 36 et de 68, c'est-à-dire d'un côté un mouvement social qui fait peur et de l'autre une organisation politique transgressive qui elle-même fait peur aux institutions et au système capitaliste. Alors il est bien évident qu'ensuite, si on veut justement parvenir à refonder cette articulation, il est évident que ce soit d'ailleurs dans le champ syndical ou dans le champ politique, que la question européenne est tout à fait cruciale. Cette question européenne, à un moment donné, me semble-t-il, pour parvenir à recréer cette dynamique, il faudra qu'elle soit tranchée. On vit très largement dans le champ syndical et dans le champ politique à gauche sur toute une série d'ambiguïtés autour de cette question européenne, des ambiguïtés dont on voit bien que les uns et les autres ne veulent pas vraiment les trancher parce qu'on sent bien que c'est une question qui fâche, c'est une question sur laquelle la gauche n'est pas au clair du tout. Et au sein du mouvement syndical, la Confédération européenne des syndicats, qui se vit elle-même comme une organisation d'accompagnement du système capitaliste, hein, et là, en l'occurrence, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est la Confédération européenne des syndicats qui le dit elle-même, hein, qui le revendique dans toute une série de textes. Hein. C'est tout à fait frappant, parce que dans le débat franco-français, quand on se positionne sur la CES en disant qu'il s'agit d'une organisation
pro-européenne qui défend le libéralisme et le capitalisme. Ce qui est vrai, c'est que ça n'est pas un jugement de valeur. C'est une réalité proclamée par cette organisation elle-même. Donc il est bien évident que des organisations qui se voudraient en rupture avec le monde d'hier pour reconstruire celui de demain, dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, ce fameux monde d'après, il est bien évident que ça ne peut pas se faire à l'intérieur d'organisations qui ont mis en place une espèce de carcan qui aligne au fond les organisations qui étaient auparavant, pour un certain nombre d'entre elles, des organisations de lutte, sur un modèle qu'on pourrait qualifier, pour faire vite, de modèle social-démocrate, dont le rôle essentiel, on le voit bien, est un rôle d'accompagnement, si ce n'est de sauvetage d'un système capitaliste qui manifestement est aujourd'hui en grande difficulté. Il y a quelque chose de très important que tu viens de dire, là encore, à travers le vocabulaire que tu as utilisé, tu parlais de puissant, de subversif même, pratiquement, quelque chose comme ça, en tout cas, vraiment de logique d'affrontement, de lutte des classes. Et c'est vrai que ce centenaire du Congrès de Tours, au-delà des commémorations diverses et variées, la question qu'appelle cette commémoration, c'est comment refonder finalement un puissant parti communiste et naturellement de pair derrière, puisque c'est en 2022, si je ne me trompe pas, qu'aura lieu le 53e congrès de la CGT. Bon, c'est aussi cette question-là de refonder une CGT de classe et de maths. Mais si on en revient à ce centenaire, tu viens d'évoquer l'une des questions majeures qui va ressurgir probablement dans 16 mois à l'élection présidentielle, c'est celle effectivement de la question européenne. Et in fine, dans la continuité, celle de la souveraineté nationale, populaire, etc., qui permet à un grand mouvement puissant de pouvoir s'incarner. Le PRCF, le pôle de résistance communiste en France, depuis toujours, explique qu'il faut en finir avec cette Union européenne, avec l'euro, avec son bras armé l'OTAN, parce que c'est le seul moyen d'affronter le capitalisme. En finir avec le capitalisme, c'est en finir avec ceci. Est-ce que tu penses que cette ligne du Frexit progressiste, finalement, est à même de pouvoir arriver à créer ce lien utilisé, qui est distendu, qui n'existe plus entre, d'une part, des mouvements sociaux de plus en plus radicalisés, effectivement, radicalisés dans le bon sens du terme, dans le sens de la justice sociale, etc. Et d'autre part, effectivement, des formations, comme tu le dis, qui, bon, quand elles sont nourries à base de partis de la gauche européenne ou de CES, peuvent difficilement être subversives. Moi, il me semble que la rupture avec l'Union européenne, c'est une thématique qui résonne, notamment au sein des mouvements sociaux que j'évoquais il y a quelques instants. De fait, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, au sein des pays de l'Union européenne, la France est certainement l'un de ceux d'ailleurs où la critique de la politique menée au sein de l'Europe est la plus forte. Quand on regarde, souvenons-nous, le référendum sur le traité de Maastricht, il a été validé à très peu de choses près, alors qu'il y a eu quand même, il faut le dire, une propagande de l'ordre dominant qui, à l'époque, a été extraordinaire. Donc, y compris avec cette propagande et ces armes de propagande spectaculaires, le traité de Maastricht a failli être rejeté. Le traité constitutionnel européen de 2005, il a été rejeté. Et de ce point de vue, c'est la France qui, de fait, a ouvert la voie au premier échec de ce traité constitutionnel qu'ensuite les institutions ont réussi à faire revenir par la fenêtre, en quelque sorte. Bon, donc on voit bien que la France a un effet, et le peuple français a un effet d'entraînement quand même, vis-à-vis de cette critique et de cette démarche de déconstruction de cette Europe libérale qui, on le voit bien, fait de plus en plus souffrir les peuples. Bon, et on voit par ailleurs qu'au-delà de nos frontières, il y a aussi je dirais, une colère contre cette politique européenne qui tend à se diffuser. Donc il est bien évident que sans porter d'une certaine manière cette rupture avec cette Europe, rien ne sera possible. Et le mot de rupture, le mot de transgression, ce sont des mots qui, à mon sens, doivent être réévalués à tout point de vue. Ils doivent être réévalués dans notre rapport à la question européenne et réévalués aussi dans notre rapport aux institutions en général, parce qu'il me semble que l'un des drames de notre mouvement social en général, et quand je dis mouvement social, j'inclus le versant syndical et le versant politique, c'est au fond de s'être, comment dirais-je, de s'être levé
dans une espèce de conformisme, vers lequel a toujours d'ailleurs dans l'histoire cherché à l'attirer l'ordre dominant. Ce conformisme, il existe à l'échelle nationale et je dirais qu'il existe d'une certaine manière encore davantage à l'échelle européenne. Et de ce point de vue, la construction européenne me semble avoir été d'ailleurs une très belle machine, si je puis exprimer ce qualificatif en me plaçant du côté de ceux qui l'ont mise en place, une très belle machine de déconstruction de la lutte des classes, de dilution de la lutte des classes. Et je pense que dans l'optique de cette construction, il y a cette dimension. Et ça n'est pas pour rien d'ailleurs que la désindustrialisation de l'Europe s'est opérée d'abord par des secteurs industriels qui étaient précisément les moteurs du mouvement social et du mouvement ouvrier en France et en Europe. Les mineurs, les sidérurgistes, les métallos, etc. On s'est en quelque sorte débarrassé de toute une série de pans industriels qui étaient porteurs de la contestation sociale qui se retrouvait chez nous dans la CGT et qui se retrouvait massivement aussi lors des élections dans le vote autour du Parti communiste. Donc, il y a eu cet aspect-là. Et puis, par ailleurs, comment dire, faire sauter les frontières et essayer de créer cette espèce de fausse identité européenne, me semble-t-il, a été aussi un moyen de déconstruction de la lutte des classes et des mobilisations sociales. Parce que quand on regarde bien, là aussi, les enseignements de l'histoire, quel est le périmètre des mouvements sociaux? C'est d'abord le périmètre national. Quand on regarde comment s'organisent les mouvements sociaux, la contestation sociale, c'est d'abord, avant tout, alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'internationalisme, ça c'est une autre question, mais il n'empêche que les grandes mobilisations sociales, elles ont pour cadre les États-nations, qu'on le veuille ou non. Et donc, déconstruire ces États-nations, c'est aussi d'une certaine manière déconstruire le périmètre qui favorisait l'émergence des grandes contestations sociales. Bon, voilà, il me semble que tous ces éléments-là militent en effet pour qu'il y ait une mise au point très claire sur cette question européenne, sans laquelle, de toute façon, quoi qu'il arrive, et quels que soient les élus lors des élections politiques, on retrouvera systématiquement les mêmes obstacles, les mêmes murs et les mêmes problèmes. Mais comme tu le disais, dans le fond, là encore, on en revient à un problème de vocabulaire. Entre l'internationalisme et le supranationalisme, il y a une nette différence. Le supranationalisme, c'est l'Union européenne, et l'internationalisme, ce sont les mouvements sociaux. Oui, exactement. Donc mais la bataille culturelle, c'est un truisme de le dire. Gramsci avait raison. De ce point de vue-là, il est clair que la bataille sur les mots et la victoire sur les mots, c'est quelque chose de tout à fait essentiel et qui, pour moi, a été une des grandes réussites de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Nous faire prendre, pour dire les choses trivialement, des vessies pour des lanternes. Nous faire prendre le supranationalisme pour l'internationalisme, nous faire prendre la réforme non pas comme quelque chose qui pourrait mener vers un progrès, mais au contraire pourrait être restrictif et imposer des souffrances, nous faire croire que la lutte des classes devait devenir le dialogue social. Enfin bref, il y a eu toute une série de batailles sémantiques que le mouvement ouvrier a perdu ou qu'il n'a pas su mener et qui ont participé, à mon sens, très puissamment à construire une espèce de culture, de pseudo-culture dominante qui a fini par écraser dans le champ syndical et politique, qui a fini par écraser les appareils dirigeants et faire penser ces appareils dirigeants comme l'ordre dominant. Voilà. Et tant que on sera dans cette situation-là, les choses vont être compliquées. Donc ça veut dire qu'il faut faire en sorte que sur le terrain, et je pense que c'est quelque chose justement que les mouvements sociaux construisent, que sur le terrain, cette critique sociale, cette critique sémantique puisse monter en puissance, de manière à ce qu'irriguant le corps social, elle puisse monter jusqu'à la tête et donner l'espoir d'une alternative réelle. En somme, une conscientisation que le PRCF aussi essaye de mener à sa petite échelle modeste, mais de plus en plus croissante. Eh bien, un grand merci Stéphane pour cet entretien que que tu as accepté de nous accorder. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour signaler que récemment, tu as publié un ou deux articles, donc si tu veux en profiter pour le signaler, les titres exacts, n'hésite pas.
Oui, alors, oui, j'ai sorti une série de brochures justement à destination à la fois pédagogique et militante pour revenir sur les questions essentielles qui taraudent, je dirais, depuis la Révolution française, hein, la construction du mouvement ouvrier, c'est-à-dire son rapport aux institutions, son rapport aux politiques, bon, bref, toute une série de sujets, à mon sens, majeurs comme cela. Et en effet, là, je viens de sortir l'une de ces publications à propos donc, de l'analyse du récent mouvement donc, contre la réforme du système de retraite à points pour essayer un petit peu de faire réfléchir hein, sur ce que pourrait être le monde d'après de manière à ce qu'il ne ressemble pas au monde d'avant en pire. Bien, un grand merci encore une fois. Effectivement, cette bataille sémantique, cette bataille politique, cette bataille syndicale, cette bataille dans la rue, nous continuerons de la mener parce que c'est finalement la condition nécessaire pour que renaisse un grand parti communiste sur une base de celle où s'est créé à Tours. Et puis aussi, on l'espère, une CGT qui sera beaucoup plus combative de classe et de masse. En tout cas, merci beaucoup Stéphane. Plaisir de bientôt se retrouver. Et puis pour vous, chers auditeurs qui auraient visionné cet entretien, d'autres suivront toujours en espérant la renaissance de ce grand mouvement communiste dont nous avons tant besoin. Bonne fin de journée, bonne fête aussi de fin d'année. Malgré tout, nous en avons tous besoin de se retrouver en famille et de pouvoir se reposer. Bonne fête à tous. Et merci. Et puis donc à très bientôt à vous tous.